Alors, allons-y carrément du début. Hein. Pour ceux qui savent, on est plusieurs, mais voilà, j'ai l'impression qu'en fait, on a aussi des gens dans la salle qui ne sont pas ni chercheurs ni documentalistes, donc je vais faire l'effort de repartir du début. Et fondamentalement, le début de l'archivage ouvert, qui est une partie de l'open access, on remonte facilement à 15 ans, et la déclaration de Budapest, qui était un des principes fondateurs, dans cette déclaration, il est aussi question des données de la recherche. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive d'aujourd'hui maintenant, c'est quelque chose qui était déjà prévu dès les débuts du mouvement, c'est tout à fait important. Et l'autre chose qui pour moi a vraiment du sens, c'est qu'il faut bien se représenter que c'est compliqué quand on arrive maintenant sur des communautés, c'est exactement ce que dit Raphaël, qui ne sont pas sensibilisées à ces questions-là. Et la chose qui est un petit peu paradoxale, c'est que l'open access, il a été créé par les chercheurs, parce qu'ils en avaient besoin. Donc dans certaines disciplines, quand on saute d'une discipline à l'autre, on se dit mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a une réticence alors que la communauté juste à côté, eux, ils étaient moteurs et ils ont créé l'outil. Donc ce qu'on fait au niveau des formations ici quand on en parle, c'est justement revenir à la base pour complètement dédramatiser l'outil et expliquer aux chercheurs que c'est quelque chose qui a été fait par eux, pour eux, qu'ils ont profité en fait, et en même temps profité de l'avancée d'Internet, de la création d'un protocole informatique qui s'appelle OIPMH, qui est formidable, qui a permis de faire que toutes ces données différentes communiquaient entre elles, ce qui était vraiment une réelle nouveauté. Et puis, ils ont aussi compris à ce moment-là, du fait d'un coup de force d'éditeurs commerciaux qui ont fait monter les prix sur une certaine année de 25% d'un coup. Et ça a été vraiment très difficile à gérer par les bibliothèques de recherche et les bibliothèques universitaires qui fournissaient jusque-là les matériaux pour la recherche. À ce moment-là, beaucoup de chercheurs se sont dit, mais mince, on est le dindon de la farce. On écrit, on utilise les données des autres pour écrire, on publie, il faut qu'on repaye, qu'on rachète. Enfin, il y avait un cercle vicieux dans lequel ils se sentaient pris. Et c'est cette conscience-là qui leur a fait dire, ok, maintenant on a les outils, eh bien allons-y, on va se réapproprier notre circuit de communication entre collègues. Et le tout départ de la chose qui était dit, on va publier en open access, c'est de dire, la communication scientifique dans certaines disciplines, alors c'est vraiment partie des sciences dures. C'est pour ça que c'est maintenant difficilement transposable et qu'on essaie d'adapter des modèles et de faire que ça fonctionne. Le truc, c'était, voilà, moi, je discute au sein de ma communauté, je publie quelque chose qui a trait à mon travail de recherche. Et avant de le proposer à soumission dans une revue, avec laquelle j'ai produit un article qui serait valorisable, j'échange au sein de ma communauté. Alors avant ça, on était sur des préprints papier, jusqu'à il y a 15-20 ans, c'est pas si vieux. Et les préprints papier s'échangeaient au sein des communautés, et c'est comme ça qu'on faisait circuler l'information. Les bibliothécaires passaient leur temps à faire des cartons, des piles, des échanges avec toutes les bibliothèques du monde, mais c'était très efficace. Jusqu'au moment où les chercheurs se sont rendus compte qu'ils avaient gagné énormément de temps à déposer tous leurs articles dans une archive. Donc le premier c'était Archive, on en a parlé ce matin avec notre collègue lyonnaise, et qui leur a permis de dire, voilà, nous, on va tout mettre ici, et maintenant vous allez pouvoir chercher ce dont vous avez besoin. C'est disponible, c'est ouvert, on échange, et ensuite, une fois que le chercheur lui-même aura le retour de sa communauté sur la validité de ce qu'il allait publier, et une fois qu'il y aura eu cet échange en termes de transactions au niveau de la recherche, on passe à l'étape publication. Ce qui fait qu'on évite aussi un écueil qui, dans certaines disciplines, est assez dramatique, qui est le délai de publication. Entre le moment où on a terminé son article et le moment où il est vraiment disponible pour la communauté, il peut s'écouler 2 ans, 3 ans, ce qui, dans certaines disciplines, est tout à fait inadmissible. Donc le début de l'open access, c'est vraiment ça. Et c'est justement pas quelque chose qui était une contrainte pour les chercheurs. C'était au contraire une réelle avancée. Alors je ne peux pas résister à... Voilà, ceux qui veulent me le demanderont. J'adore cette citation d'Arnaz qui explique ce qu'est la ciélographie savante, qui est l'art d'écrire dans le ciel pour les collègues, et qui est vraiment non seulement un moyen de diffuser, mais pour certains aussi une autre façon d'écrire. Parce que quand on sait qu'on va écrire pour mettre les choses en ligne, parfois on écrit différemment de ce qu'on écrirait uniquement sur un format papier. Et déjà là, on voit le lien, il en parle dans son point 4, on voit bien que quand on va écrire pour quelque chose qui sera en ligne, eh ben on peut tout de suite renvoyer une image, un fichier, des données, une bande-son, une vidéo, etc. Et quand on écrit pour une revue uniquement papier, on n'écrit pas comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont mises en route et beaucoup de chercheurs ont travaillé sur ces questions. Et voilà, cette stylographie savante, je trouve ça très intéressant. Et je leur place à chaque, vous inquiétez pas. Alors, quelque chose de très rapide, pareil pour ceux qui ne sont pas férus de tout ça. Donc, c'est tout début 90, la création d'Archive, donc pour les physiciens. Et puis ensuite, voilà, ça a filé. Donc, en sciences cognitives, Arnad, on est à peu près dans les mêmes moments. En 2000, donc le CNRS décide de créer le comité pour la communication scientifique directe, qui va créer l'archive HAL pour hyperarticles en ligne, qui est directement inspiré d'Archive et qui se veut au départ être un miroir français-européen. C'est-à-dire dans le sens où on va faire quelque chose qui est la duplique d'Archive en France, et à partir de cette chose-là, on va
du coup remonter et hop, aller directement écrire dans Archive et être aussi visible au niveau européen. Donc c'est vraiment, les choses se sont faites dans cet ordre-là, ça c'est quelque chose de fort. Et puis ensuite on a différentes grandes orientations. Pour les biologistes, c'est la création, le lancement de la pétition, c'est la Public Library of Science, qui rentre aussi dans le mouvement, la création d'OIBMH, et puis en 2002, donc l'initiative de Budapest pour l'accès ouvert, qui définit vraiment les deux voies de l'accès ouvert, donc la voie verte, l'auto-archivage, et la voie dorée, qui est la création de revues libres, et pour le coup totalement payantes, donc on évite l'écueil des revues avec ticket d'entrée et auteur-payeur, ça ne faisait pas partie du protocole de l'accès ouvert. Et donc dans tout ceci est sous-tendu bien sûr la question des données associées. Et en 2005, création par le CNRS de HAL et SHS, parce qu'effectivement, au bout de 5 ans d'existence, on se rend compte que cette archive qui a été créée plutôt du côté des sciences dures est très difficilement utilisable par les collègues des sciences humaines qui ne se retrouvent pas dans ce grand tout qui est déjà fort rempli, avec majoritairement des publications en anglais, avec des domaines qui leur sont totalement inconnus, et c'était très difficile d'amener les chercheurs qui étaient déjà assez peu ouverts à ces façons de faire parce que ça ne leur correspondait pas. Les préprints, ils ne les utilisaient pas, donc la voie de diffusion d'informations était très différente. Donc le minimum de la création de LHSS, c'était ça, c'était prévoir un endroit pour eux, où ils se sentent déjà moins perdus. On n'allait pas avoir juste un article SHS dans 10 000 sciences dures, donc ça c'était vraiment quelque chose d'important. Alors, pour ce qui est du local, HAL Nantes a été ouvert en 2009 par Laurent Guillopé, qui était alors président du comité, je ne vais pas le dire dans le bon sens, de suivi des archives ouvertes, le comité scientifique qui pilotait le CCSD, et qui était par ailleurs directeur du laboratoire de mathématiques Jean Leray, et qui donc a été vraiment très promotion sur cette action-là. Et moi j'arrivais à ce moment-là sur la MSH, venant d'une dizaine d'années d'expérience avec les mathématiciens à Rennes, donc effectivement totalement arrivé open access à fond, et je suis arrivée ici en SHS et j'ai fait qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris ce qui se passait, parce qu'effectivement j'avais trop la vision sciences dures, et ça m'a pris du temps de comprendre pourquoi c'était différent, pourquoi c'était difficile, et pourtant on était partis vraiment tous pleins d'un an. Et effectivement, ça a été long, c'est long, il y a beaucoup d'étapes à franchir, parce qu'on est sur des façons de fonctionner très différentes, mais quand même les choses ont avancé. Donc voilà, pour ce qui est de l'état des lieux de ce qui a été fait, moi je vous ai mis différentes dates. Alors, on a à chaque fois procédé par des ateliers et pas des formations. C'était volontairement qu'on ne les a pas appelées formations parce que les chercheurs n'ont pas le temps d'aller se former généralement, surtout pas sur des choses qui ne sont pas du tout dans leur domaine de prédilection. Donc, c'est compliqué de les former. Donc, on travaille toujours avec des ateliers d'échange pendant lesquels on discute, on explique ce que c'est que l'open access et puis petit à petit, on introduit qu'est-ce que c'est que HAL, comment je crée mon compte, comment je me connecte. À chaque fois, c'est ce que j'ai dit. Un air un peu dépité la dernière fois qu'on en a parlé avec des collègues. On dit, je veux bien refaire ma présentation, mais si tu veux, ça fait 8 ans que j'ai le même PowerPoint qui ne change pas. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant, si c'est une mauvaise nouvelle, j'étais un petit peu dépité, mais c'est pas grave. En fait, ben oui, ça ne change pas. La preuve que c'est adapté et qu'il faut continuer et qu'il faut vraiment être à plusieurs pour continuer à impulser les choses. Et au fur et à mesure, on arrive à attirer de plus en plus de laboratoires qui viennent, qui assistent, qui au sein même du labo forment des personnels ou peuvent détacher du temps d'un personnel à un autre qui peut du coup y aller aussi. Donc ça, c'est des choses très importantes. Et en fait, je parle en suivant, mais j'avais plein de choses à vous dire autres que je reprends. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Et pour ce qui est des données, ça va pas être beaucoup plus simple. Simplement, là, on en est à un point maintenant sur Nantes où les choses s'installent quand même un peu plus. C'est ce qu'on disait avec Raphaël, on voit que ça commence quand même à prendre. Il y a de plus en plus de labos qui arrivent. Et puis, il y a d'autres choses au niveau national qui s'organisent. Bon, d'abord, la nouvelle loi, ça c'est clair, nous incite à être un peu plus incisif sur le fait de dire maintenant, de toute façon, on va y aller. Alors que ça soit, du coup, là, le discours est compliqué parce que en même temps, on est sur le même type du discours pour beaucoup dédramatiser, pour expliquer, pour dire qu'on est dans la compréhension du fait que ce soit difficile. Et en même temps, il faut commencer à dire, en même temps, il faut y aller. Là, il va falloir qu'on y aille. Et c'est aussi se positionner sur l'autre pendant de l'accès ouvert, qui est de dire, mais on est aussi volontaire pour participer à ce mouvement de la science ouverte. Et on est d'accord. Et on comprend dans quoi on s'insère, effectivement, on y va. Donc ça, c'est une deuxième façon de travailler qui est importante et qu'il faut acquérir, qui n'est pas du tout innée pour pas mal de chercheurs, parce que effectivement, c'est pas ni dans leurs préoccupations, ni dans leur logique, ni dans la façon dont ils travaillent jusqu'à maintenant.
Et ce qui se produit, donc la deuxième chose qui se passe, en tout cas au niveau nantais, c'est qu'on a une forte incitation cette année, une forte implication de l'URFIST de Rennes, des URFIST au niveau national également, mais qui s'investissent notamment sur la question des données, et puis une restructuration complète du service commun de documentation qui s'empare aussi de cette question. Donc on va être maintenant plusieurs acteurs à pouvoir travailler et à pouvoir continuer à faire impulser les choses, donc on est plutôt bien positionné pour que ça avance et qu'on se saisisse de cette question et qu'on puisse y arriver. Alors voilà, ça c'était quand je suis arrivée, j'étais pleine d'ambition, vous voyez, en 2009, une conférence interrégionale, bon, voilà, c'est beau, hein, c'est beau. Non mais fallait y aller quoi. Bon, après on est allé sur des ateliers, voilà, bien. Alors, quelques chiffres du coup, vraiment sur Nantes, je les ai relevés ce matin. Donc on a 9000 dépôts à ce jour, l'archive a été ouverte en 2009. On a majoritairement des sciences dures, donc les dépôts de ce jour, sur 11 dépôts, 5 en anglais, tous avec plein texte. Majoritairement sciences de l'ingénieur, sciences du vivant, mais quand même, je crois, 2 ou 3 articles en sciences de l'information, un en socio, un en géographie. Donc on n'est pas si mal. Si on prend les dépôts de la semaine passée, 31, dont 22 en anglais. Là, majoritairement sciences de l'ingénieur et informatique, mais j'ai aussi repéré des dépôts en droit de la mer, notamment et en psycho. Bon, ça avance tranquillement. Alors, avant que l'archive n'ouvre à Nantes, les labos sciences dures, pour certains, avaient déjà ouvert leur collection dans Halle. Donc, eux, forcément, ont suivi le train. C'est pour ça que, si on regarde au niveau du classement des labos en sciences et technologies, on a déjà des labos, ils existaient, en fait, leur collection était ouverte avant même que Halle Nantes n'ouvre. En sciences de la vie, on n'a toujours personne. Et puis en SHS, ça monte. D'ailleurs, sur la page de l'université, c'est pas à jour. Le petit logo qui correspond à l'archive ouverte n'est pas indiqué. Donc, bon, ça avance quand même tranquillement. Encore un petit peu de travail. Ah, très bien, c'était la fin, c'est parfait. J'ai encore des choses ici. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a relativement peu de dépôts, mais néanmoins, les choses avancent. Donc, il faut effectivement profiter de la dynamique et puis impulser d'autres choses avec sans doute plus de parties prenantes pour qu'on ait plus de répondants dans les labos et que ça puisse continuer à avancer. Après, il y a différentes choses qui se font déjà sur l'accompagnement, notamment dans les laboratoires de recherche qui disposent de personnel CNRS, l'Institut national sciences humaines et sociales a nommé des correspondants IST qui sont force de proposition et qui ont charge dans certains cas d'aller faire la saisie pour les chercheurs, etc. Donc, quand il y a du personnel, c'est très organisé. Il y a beaucoup de formations qui existent au niveau national pour les personnels IST, voire aussi pour les chercheurs. Donc les choses sont assez encadrées. Maintenant, il faut que ça diffuse jusqu'au bout, jusqu'au labo. Alors, ce que je peux dire autrement vraiment plus précisément sur l'Université de Nantes, ce qui est en un sens compliqué, c'est qu'une fois qu'on a passé la phase, on va dire, persuasion et incitation douce des chercheurs, il y a un moment où je constate que si on veut que ça passe à l'étape supérieure, il faut tous les directeurs de labo, ça c'est clair, ils ne sont pas tous encore, mais il faut plus d'incitation. Et il faut effectivement que ça vienne de l'université en tant que telle, qui décide de se positionner sur cette question ou pas. Donc on va voir comment ça s'organise et ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'il faut, pour le coup, il faut travailler en collectif parce que ça a du sens. Et là, on travaille plus que pour sa propre discipline, on travaille pour le mouvement de l'accès ouvert. On se place dans un grand tout qui est le grand tout de la connaissance pour tout le monde et ça nécessite que tout le monde s'y mette. Et ça sort de la question propre de sa discipline, de son labo, de ses publics. Alors par ailleurs, sachant qu'il y a plein de questions non réglées, mais on a toujours les mêmes depuis 15 ans. Certaines avancent, d'autres pas. La question des droits revient régulièrement, la question d'évaluation, etc. On baigne toujours dedans. Mais on avance petit à petit, mais voilà, ils sont toujours là, tout n'est pas réglé, ça continue. Alors, la question qui va se poser maintenant, moi j'avoue que j'ai eu quelques années où j'étais totalement pessimiste sur le fait que rien n'avançait et qu'on n'allait pas s'en sortir. Finalement, vaille que vaille, à force d'ateliers par-ci et de journées par-là, on arrive à monter quand même en niveau et à retenir les chercheurs sur des préoccupations un peu plus larges. Donc on va essayer de faire des choses sur ce qui différencie une archive ouverte d'un réseau social de chercheurs, pourquoi on écrit dans l'un et pas dans l'autre. Et puis je crois que maintenant il faut aussi discuter à savoir si on a besoin ou envie d'une archive institutionnelle dans le même type que c'est ce qui est fait à Angers, donc qui recense vraiment toutes les publications, ou si on est plus sur des initiatives plus basées sur le volontariat et sur une assez large liberté au laboratoire, charge à eux d'organiser en leur sein. Donc il y a énormément de questions qui se posent. Moi je trouve que là-dedans,
l'important, c'est d'être effectivement, alors là je reviens sur le cas des personnels IST qui ont été et qui sont en accompagnement. On a un grand rôle à jouer sur la mise à niveau des connaissances quand c'est nécessaire, la formation c'est clair, l'accompagnement, et puis le relais aussi, le relais de ce qu'il se faut au niveau national sur les grandes infrastructures qui proposent beaucoup d'outils. Et c'est important de pouvoir expliquer, montrer, faire participer. C'est quelque chose qui prend du sens. Donc pour ça, je trouve ça très important. Et quand je vois le chemin parcouru, les difficultés, je mesure très bien que pour aller vers un dépôt et une documentation des données de recherche, voilà, on ne va pas s'ennuyer, il y a quelque chose à faire. Et en même temps c'est bien. Voilà, il y a beaucoup d'outils. On est beaucoup mieux équipés au niveau outils institutionnels, nationaux, environnementaux que ce qu'on était quand on a commencé à faire de la promotion pour HAL. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place sans trop de difficultés. Voilà, maintenant, allons-y.